Bonjour Azul Flaoun. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les antalgiques de palier 1. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Merci. Alors, j'ai voulu commencer la vidéo par une petite définition des antalgiques ou bien analgésiques. Alors, il faut le connaître bien sûr. C'est quoi un antalgique? C'est des médicaments qui agissent contre la douleur. On dit analgésique ou bien antalgique. Ils sont classés en 3 catégories selon leur puissance. On a le palier 1, le palier 2 et le palier 3. Ce sont les 3 paliers décrits par l'Organisation mondiale de la santé. Alors la différence entre un antalgique et un analgésique, c'est que un antalgique, c'est un médicament utilisé pour atténuer la douleur, tandis que l'analgésique, il vise à l'éliminer. Voilà, tout simplement. Passons aux antalgiques de palier 1. Alors les antalgiques de palier 1, c'est des antalgiques non opioïdes, indiqués dans les douleurs d'intensité faible à modérée. Voilà, selon l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne comprennent pas ce que ça veut dire le terme opioïde. Alors, tout simplement, c'est une substance psychotrope qu'on retrouve dans plusieurs médicaments, notamment les antalgiques de palier 2 et les antalgiques de palier 3, ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Alors, c'est des substances psychotropes de synthèse, comme le fentanyl par exemple, ou bien naturelles, comme les opiacés qui agissent sur les récepteurs aux peptides opioïdes. Opioïdes qui se trouvent dans les zones du cerveau responsables du contrôle de la douleur. Voilà pour ça. Après, j'ai pris quelques antalgiques, quelques exemples, les principaux antalgiques de palier 1, ce que vous allez croiser le plus souvent dans vos stages. Alors, on a le paracétamol, qui a une propriété antalgique et apéritique en même temps. Voilà, c'est vrai que ça nous intéresse pas dans le cours, je veux dire, de savoir d'autres propriétés des médicaments, mais il faut savoir que chaque médicament a plusieurs propriétés. Par exemple, le paracétamol, il a une propriété antalgique et apéritique. Il agit face à la douleur et face à l'hyperthermie. Qu'est-ce que ça veut dire l'hyperthermie? C'est l'augmentation de la température, l'élévation de la température. Alors, par exemple, le doliprane, efferalgan, le dafalgan, le paracétamol, le perfalgan. Voilà. Bien sûr, on les a en plusieurs formes pharmaceutiques. En comprimé, en gélule, en sachet, en sirop, voilà, en injectable. On a l'aspirine et salicylée. Alors, les propriétés des aspirines de l'aspirine et les salicylés, il a une propriété antalgique, anti-inflammatoire et anti-agrégant plaquettaire. Par exemple, l'aspégique, l'aspirine, le cardégique. Ok. Alors, passons aux effets indésirables et les précautions d'emploi. Attention, c'est à retenir. C'est à retenir. Pourquoi? Parce que si vous retenez les effets indésirables, vous allez automatiquement connaître les surveillances, ce qu'il faut surveiller chez un patient voilà, qui prend ou bien à qui on injecte le paracétamol ou bien les antalgiques de palier 1. Alors on a le paracétamol. On commence par le paracétamol. Parmi ses effets indésirables,
On a des réactions allergiques. C'est vrai qu'ils sont minimes, mais on les trouve quand même. On a l'hépatotoxicité. Voilà, c'est quand on prend l'hépatotoxicité, c'est quand on prend plus de 4 grammes par jour chez l'adulte. Voilà. Donc, on, on excède, le dosage recommandé. Donc, on risque une hépatotoxicité. Voilà, le terme l'hépatotoxicité, ça veut dire une toxicité du foie. Elle peut se manifester par une inflammation ou bien une nécrose. Voilà, la nécrose, c'est plus grave, c'est encore plus grave. La nécrose, c'est la mort des cellules du foie. Tandis que l'inflammation, c'est comme les hépatites. Voilà, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, etc. Voilà. Nota bene, voilà. Alors, en cas de surdosage, on administre automatiquement du N-acétylcystéine ou bien Mucomyst Solution. Alors ça, c'est l'antidote du paracétamol. Attention, il faut le retenir. Ok? Il faut retenir, voilà, il faut le connaître, il faut le savoir. Alors, quand on a un surdosage de paracétamol, il faut administrer du N-acétylcystéine. Voilà. La précaution d'emploi, il ne faut pas dépasser les doses maximales recommandées. Il faut espacer les prises de 6 heures ou 8 heures en cas d'insuffisance rénale sévère. Alors, pourquoi en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est spécifique? Je m'explique. C'est parce que l'élimination du paracétamol, elle est essentiellement urinaire, à 90%. Voilà. Et la demi-vie de l'élimination est de 1 heure, 1h30 à 3 heures à dose thérapeutique. Voilà. Elle dépasse 4 heures en cas d'intoxication aiguë en raison de la nécrose hépatique qui limite l'élimination du paracétamol. Voilà. C'est des informations importantes. Alors, les doses maximales chez l'adulte, c'est 4 grammes par jour, par 24 heures, en 4 prises espacées de 6 heures. Voilà. Chez l'enfant, il faut toujours calculer le dosage à administrer. C'est 60 mg par kilo par 24 heures en 4 prises de 6 heures. Voilà. Passons à l'aspirine et salicylée. Alors, les effets indésirables de l'aspirine et salicylée, on a des réactions allergiques comme tous les traitements, comme tous les médicaments. Voilà. On a des troubles digestifs, des gastralgies et ulcérations. Gastralgie, ça veut dire douleur au niveau de l'estomac. On a un syndrome hémorragique, ce qu'il faut surveiller d'ailleurs en cas de prise d'aspirine et salicylée. Justement, c'est surveiller l'hémorragie, le syndrome hémorragique. Alors, comment on surveille le syndrome hémorragique? C'est on pose des questions au patient, s'il est conscient. Il faut voir si l'état général du patient déjà, s'il n'est pas asthénique, si il n'a pas d'hématurie, c'est la présence de sang dans les urines. Si il n'a pas de méléna ou rectoragie, c'est la présence du sang dans les selles, ou bien voilà, rectoragie, c'est l'hémorragie au niveau du rectum. Et aussi, s'il n'y a pas d'hématémèse, s'il ne vomit pas du sang, s'il n'y a pas d'épistaxis, c'est le saignement par le nez. Voilà, c'est ça les surveillances du syndrome hémorragique. C'est très important. Et puis, il y a des surveillances de l'état général
concernant les paramètres vitaux, ce qu'on verra dans une autre vidéo sur les normes des paramètres vitaux. D'accord? Alors, pourquoi un syndrome, il y a un effet indésirable de syndrome hémorragique dans l'aspirine et salicylée? Comme on l'avait dit plus haut, voilà, plus loin, on a dit que l'aspirine et les salicylés ont plusieurs propriétés. Ils ont des propriétés antalgiques, ils ont des propriétés anti-inflammatoires et ils ont des propriétés anti-agrégants plaquettaires. Voilà, c'est ça. C'est cette propriété voilà, qui définit cette surveillance du syndrome hémorragique. Ce qu'on verra dans une autre vidéo aussi, je vais vous faire une vidéo sur les anti-agrégants plaquettaires. Et vous allez comprendre. Alors, le surdosage aigu, comment on le surveille? C'est, on pose des questions au patient. S'il n'a pas de vertige, s'il n'a pas de céphalée, si il n'y a pas d'hypoacousie, pardon. Alors l'hypoacousie, j'ai mis sa signification juste à côté, c'est la diminution de l'acuité auditive. Voilà, c'est la diminution de l'audition. Les précautions d'emploi, alors il faut l'utiliser avec prudence en cas d'antécédent d'ulcère ou d'hémorragie digestive. Et association contre-indiquée avec les antivitamines K et le méthotrexate. C'est déconseillé chez les patients qui prennent les anti-inflammatoires non stéroïdiens et chez les femmes qui ont les stérilés. La surveillance à retenir, voilà. Avant toute administration, il faut respecter la règle des 5 B. C'est quoi la règle des 5 B? C'est administrer au bon moment, administrer au bon patient, le bon médicament, à la bonne dose, sur la bonne voie, au bon moment. Voilà. C'est ça la règle des 5 B. Cette règle s'applique sur tous les médicaments qu'on administre. Voilà. Et voilà, j'ai fini la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner. À très bientôt.